Il est comme ça. Il estime autrui à la seule condition qu'il lui soit corvéable, qu'il soit à sa merci. En tant que seigneur, S-E-I-G-N-E-U-R, je le précise, il reconnaît ses interlocuteurs uniquement comme des disciples. Autrement dit, ils doivent le servir, agir pour la bonne santé financière de ses affaires, car c'est ainsi que le monde doit tourner à ses yeux. À Paris, sa puissance sur le sens de la capitale a atteint un degré d'emprise rarement atteint. Sous sa coupe, les élus sont impuissants. La réalité de sa force se mesure dans le fait que, même quand on le croit affaibli, cette faiblesse est une imposture. En tant que seigneur, S-A-I-G-N-E-U-R, je reprécise, il traite ses détracteurs comme des ennemis. Il n'hésite pas à leur faire brutalement savoir que le rapport de force a changé dans un Paris néolibéral. Il faut en convenir, les faits lui ont donné raison. Sa domination écrase tant la vie démocratique locale, craignant au reste si peu de devoir se conformer aux règles du droit, que son sentiment de puissance ne cesse de croître dans la capitale. Son pouvoir est fait de ce bois. Il exige qu'on ne résiste pas à ces 4 lettres. L-V-M-H. La vie avec moins d'humanité. L-V-M-H. La vieille morale hautaine. LVMH, les valeurs machiavéliques d'une hégémonie. L'argent, l'argent, l'argent. Quelles que soient les circonstances politiques, c'est entre ses mains qu'il doit se trouver. Instinct de croissance, instinct de durée, instinct d'omnipotence. Il sait que la puissance dont il dispose lui offre une étendue de règne sur Paris, voire même sur le pays. Il a valeur de symbole. Voici un exemple d'invective que Bernard Arnault, le gouverneur de LVMH, a porté en lui et qu'il a craché pour qu'on leur fiche la paix, à lui et à son business. Ainsi, alors qu'il était auditionné au Sénat le 21 mai 2025 par la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques versées aux grandes entreprises, Bernard Arnault avait sèchement répondu aux invitations de l'exécutif. Je le cite. « Je crois qu'il est très mauvais pour l'État de se mêler de la gestion des entreprises privées. En général, ça mène à la catastrophe. Je ne pense pas qu'il soit très opportun de tenir compte des conseils de ce genre, d'où qu'ils viennent. » Et pour bien se faire comprendre, il se fit encore plus mordant. Je le cite à nouveau. « Je constate avec un peu de surprise, encore qu'en France, il ne faut jamais être surpris, que les gens ne connaissent pas bien l'économie. Donc on se fait critiquer par des gens qui ne connaissent pas bien le sujet dont ils parlent. » À Paris, il veut monter haut, très haut même, pour pouvoir, pourquoi pas, embrasser son point culminant avec la puissance de sa fortune, la Tour Eiffel. Au printemps dernier, le multimilliardaire de 76 ans avait des vues sur l'hôtel particulier de Jérôme Sédou, le puissant propriétaire du groupe de production Pathé. Cet intérêt était d'autant plus concret que, selon le magazine Challenge, il aurait signé un compromis pour acquérir ces 2000 m² situés dans le 7e arrondissement. Construit à la fin du XVIIe siècle, ce lieu dit d'exception, selon la formule grande bourgeoise, lui coûterait près de 100 millions d'euros. Chasse gardée des milliardaires, ce vaste édifice, qui se divise en 2 ailes, donne sur un grand jardin à l'arrière et comprend un parking sous la cour. Rappelons que Bernard Arnault a ses habitudes dans le quartier. Il y possède 2 autres hôtels particuliers. Le 7e arrondissement forme, en quelque sorte, l'âme et le cœur de Bernard Arnault. Il y fit l'acquisition de son premier hôtel particulier en 2005, en le rachetant à la veuve de Jean-Luc Lagardère pour la somme de 25 millions d'euros. Il en acquit un autre en 2019 auprès du couturier Ungaro pour un montant de 55 millions d'euros. Bâti au XIXe siècle, le premier de ces hôtels particuliers, situé rue Barbet de Jouy, s'élève sur 4 étages et abrite en sous-sol une piscine. Le patron de LVMH aura notamment pour voisin Xavier Niel, qui s'est offert il y a 3 ans l'hôtel particulier le plus cher de Paris. Le patron de Free étant, pour mémoire, le compagnon de sa fille Delphine, directrice générale de Dior, une marque du groupe de papa. Bernard Arnault n'a pas besoin de demander pour obtenir ce qu'il désire à Paris. Il veut, et cela suffit. En juin 2023, pour que sa maison de luxe puisse recevoir ses 1750 invités,
dont une pluie de stars sur le plus ancien pont de Paris, la préfecture de Paris y avait interdit la circulation du lundi soir au mercredi matin, ainsi que le mardi soir sur les quais tangents. Comme la cause et l'effet sont étroitement liés, le cabinet du premier adjoint socialiste, Emmanuel Grégoire, avait souligné le côté exceptionnel de l'événement. Et pour contenir la polémique, il avait ajouté, je cite, que cette occupation du domaine public soumise à redevance rapporte des recettes à la ville. Pourquoi voulez-vous que Bernard Arnault se drape de puissance puisque la ville de Paris y trouvait son compte? La force des puissants est là, toute nue, sous nos yeux, puisqu'ils n'ont même pas besoin de la masquer. Quand un élu de gauche défend l'honneur de son renoncement comme une démarche audacieuse, des recettes contre une occupation du domaine public sur près de 2 jours, alors le bon sens ne peut que se trouver du côté de l'homme d'affaires, qui a finalement agi en philanthrope pour le plus grand profit de la ville. Il y a là quelque chose de fascinant dans l'autorité de soumission de Paris au bénéfice de Bernard Arnault. Un dernier pour la route, comme on dit, pour signifier cette omnipotence. Cette expérience passée prouve que rien ne peut menacer le groupe LVMH dans la capitale. En 1993, la droite gouvernait alors Paris. Un premier projet culturel du groupe LVMH dans le jardin d'acclimatation soulevait la mobilisation de plusieurs élus socialistes, parmi eux figurait un certain Bertrand Delanoë. À l'époque, la concession, déjà aux mains du groupe de luxe, arrivait à son terme. Pour séduire la ville de Paris, propriétaire des lieux, LVMH avait proposé un plan de modernisation de 18,29 millions d'euros, comprenant un espace culturel avec des salles d'exposition et un auditorium de 700 places. Le site aurait été géré par une fondation LVMH, évidemment. Adoubé par Jacques Chirac, ce plan était dénoncé par l'opposition de gauche. Ces derniers regrettaient alors que le grand patron utilise un jardin public pour se construire l'image d'un mécène. Le projet était en outre attaqué parce qu'il impliquait la démolition du théâtre pour enfants, fondé en 1982. Le théâtre fut finalement sauvé et LVMH dut patienter. La suite, une évidence. Une fois Bertrand Delanoë élu au maire, on assista à un changement de ton. Est-ce que Christophe Girard, adjoint au maire à ce moment-là, directeur par ailleurs de la stratégie mode chez LVMH, avait contribué à solidariser les liens entre le milliardaire et l'élu socialiste ? Qui sait ? Toujours est-il que la ville de Paris ne s'illustra pas par sa virulence lorsque LVMH ferma la Samaritaine en juillet 2005. Quand en 2006, LVMH souhaita bâtir sur ses propres fonds une fondation de prestige sur les terrains du jardin d'acclimatation, dont le groupe avait obtenu la concession de la ville de Paris, Bertrand Delanoë lui apporta son soutien. Le Conseil de Paris vota même une modification de son PLU, le plan local d'urbanisme, afin d'autoriser la nouvelle construction dans cette zone. Seulement, l'affaire rebondit le 18 juin 2010, quand le Conseil d'État annula une partie du nouveau PLU voté en 2006 et incidemment donc les dispositions concernant les zones classées comme des espaces verts inconstructibles. L'ancien PLU était réactivé dans ces zones. Dans la foulée, le tribunal administratif estimait que le permis de la fondation était incompatible avec cet ancien PLU, annulant l'autorisation de construire. Or, le chantier prévu pour s'achever entre 2012 et 2013 était déjà à moitié réalisé. Une œuvre d'art majeure pour le monde entier, pour citer un commentaire de Bertrand Delanoë, se trouvait donc à l'arrêt. Quand un doux miracle se produisit, alors que les députés achevaient en soirée la discussion d'une proposition de loi sur le prix du livre numérique, un amendement de 4 lignes fut glissé à 22h30, ce mardi de février. Il traitait de la délivrance d'un permis de construire accordé à Paris. Et en moins de 3 minutes, sans même que les auteurs de l'amendement prennent la peine d'en expliquer le contenu, voilà que les députés présents approuvaient ce texte commun qui, derrière un habillage impersonnel, déclarait d'utilité publique la Fondation Louis Vuitton pour l'art contemporain. Les représentants du peuple passaient ainsi outre une décision de la justice administrative qui venait d'annuler le permis de construire du bâtiment dans le bois de Boulogne. La morale de cette histoire fut livrée par Lionel Tardy, un député UMP, l'ancien parti LR.
Qui parmi la trentaine présents avait ouvertement contesté cette manière d'agir et, je le cite, la liberté prise avec la loi et le droit de l'urbanisme, et d'ajouter sur le ton de l'ironie et peut-être du dégoût, je le cite, vous auriez pu mettre directement le numéro du permis de construire dans l'amendement. À l'issue de cette soirée, relatait un journaliste du Monde, un député livra la morale suivante. Des arguments qui peuvent être valables juridiquement ne le sont pas politiquement. Fin de sentence. Voilà, au bout du compte, la puissance de Bernard Arnault, celle de pouvoir agir sereinement contre tout ce qui lui déplaît. À Paris, pour paraphraser Balzac, l'égalité est sûrement un droit. Seulement, aucun élu de la ville ne sait la convertir en fait. Le sort de Paris sous perfusion LVMH, celui de n'être plus une fête pour les partisans du droit. Embarrassant, non ?